Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on conclut le cours de l'insuffisance mitrale. Donc avant d'aborder le traitement, la prise en charge, on va voir les signes de gravité, l'évolution et les complications selon les deux cas, soit aigus, soit chroniques, toujours c'est à distinguer dans l'évolution et dans le traitement. Toujours vous allez trouver tout ceci dans la description. Maximisez vos partages chers collègues, toujours je demande de votre part, ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Mon but toujours de ces séries de vidéos, c'est d'atteindre le maximum nombre des étudiants devant leur préparation aux examens. Donc les signes de gravité sont à noter. Donc la clinique, si vous avez un œdème aigu du poumon, c'est grave. Signe de choc, signe de cardiomégalie, ce que vous voyez là à la radiographie. Donc un patient qui a un œdème aigu du poumon, signe de choc, une insuffisance mitrale, cette dernière, si elle est aiguë, c'est plus grave. Donc, elle est plus grave que l'insuffisance mitrale chronique. Deuxièmement, s'il s'agit d'une insuffisance cardiaque gauche, donc c'est mention de la dyspnée, ce qu'on avait dit précédemment, j'espère que vous avez les notés, ou bien les galops B3. Donc, un galop B3, bruit, troisième bruit surajouté, c'est en faveur d'une insuffisance cardiaque. Ça, c'est de la sémiologie, j'espère que vous avez la notée. Donc, si vous avez une insuffisance mitrale chronique avec un galop B3, donc il s'agit malheureusement donc là d'une insuffisance cardiaque gauche. Ou bien une OMI, une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Nous allons voir ça dans le prochain chapitre. Donc c'est en faveur d'une insuffisance circulatoire gauche. Donc soit un B3, soit la dyspnée, soit l'OMI. Gardez-vous bien cette triade. On va l'aborder dans le cours de l'insuffisance cardiaque. D'autres signes de gravité, c'est l'arythmie. Donc une ACFA, ACFA veut dire arythmie complète sur fibrillation auriculaire. Nous allons voir ça dans le chapitre 3e qui va être intitulé sur les troubles de conduction et troubles de rythme. Donc c'est un trouble de rythme grave. Donc si cette dernière elle est permanente, elle pourra être grave et elle évolue vers la tachycardie auriculaire et peut évoluer à d'autres troubles de rythme qui va finir par l'arrêt cardiaque. Troisième, ou bien quatrième signe clinique, je répète toujours, si vous avez toujours un éclat de B2, donc c'est l'HTAP et c'est la mauvaise évolution de la pathologie. Donc ça c'est premièrement pour la clinique, un OAP, une insuffisance cardiaque gauche, l'arythmie complète sur fibrillation auriculaire ou bien l'éclat de B2, ce sont les quatre signes du mauvais pronostic et de la gravité de l'évolution de l'insuffisance mitrale. Pour les signes paraclinique, donc si vous avez à l'écho-cœur, bien à l'écho-cœur, un rétrécissement mitral qui est très serré, donc une surface de régurgitation qui est supérieure à 0,3 cm², ou bien si vous avez un reflux systolique dans les veines pulmonaires, donc ça témoigne de l'importance de cette insuffisance. Si vous avez à l'ECG, je répète, la fibrillation auriculaire, et si vous avez à la radiothorax, des signes de cardiomégalie et de surcharge pulmonaire. Ce que vous voyez là, vous voyez un tronc artériel pulmonaire qui est dilaté. Donc c'est en faveur d'un retentissement, surcharge pulmonaire, HTAP et signes de gravité. Donc à noter, dans cette partie-là, les signes de gravité cliniques et paracliniques, ils sont à noter. Souvent, ils sont posés comme thème d'examen. Avant de passer au dernier titre, on va voir l'évolution et les complications. On avait dit que les deux cas, soit aigus, soit chroniques, ça diffère dans l'évolution, dans le traitement et dans les signes, bien dans la clinique. Donc pour l'insuffisance mitrale aiguë, notez-vous bien, elle est mal tolérée et elle porte toujours un mauvais pronostic en cas d'absence d'intervention. Donc insuffisance mitrale aiguë veut dire, je répète, le cœur il n'a pas de temps à adapter et c'est de la mauvaise évolutivité. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, une insuffisance mitrale chronique qui est discrète ou qui est modérée toujours. La découverte, j'espère que vous vous souvenez de ça, elle est fortuite, elle reste bien tolérée très lentement et la survie, elle est très excellente chez les patients qui ont porteur d'un prolapsus. C'est le cas de la maladie de Barlow qui est bénigne. Donc si vous avez une femme qui est complète, bien qui a des plaintes de palpitations avec d'angoisse et des régurgitations, vous allez noter des régurgitations simples. Donc c'est un prolapsus, c'est une insuffisance mitrale chronique qui est minime à un simple prolapsus de la valve ou bien de la cuspide.
mitrale et c'est une pathologie d'évolutivité qui est bénigne, donc un bon pronostic. Deuxièmement, ou bien troisièmement, si vous avez une insuffisance mitrale chronique qui est volumineuse, donc là, le pronostic il est réservé en absence de chirurgie, mais malheureusement en cas d'apparition des symptômes, donc ça va tourner l'évolutivité, la survie malheureusement, elle est inférieure à 5 ans s'il s'agit d'un stade de NIHA 3. Nous allons revoir ça dans l'insuffisance cardiaque. Donc NIHA, donc c'est la dyspnée à moindre effort et ça va témoigner de l'insuffisance cardiaque. Donc moins de 25% des patients vont survivre au-delà de 5 ans. Les complications sont surtout à noter. Donc une insuffisance cardiaque gauche, puis globale, et c'est du mauvais pronostic. Trouble du rythme auriculaire, la CFA. J'espère que vous allez noter ces complications-là. Donc CFA arythmie complète sur fibrillation auriculaire. Les complications emboliques, un AVC, donc la stase. Dilatation toujours vous dira la stase. J'espère que vous vous souvenez de ça d'après le cours de rétrécissement mitral. Toujours on traite les modules en enchaînement. Donc un AVC, une embolie systémique, etc. Donc ça nous fait rappel au cours de rétrécissement mitral. Vous pouvez consulter à tout moment. Les troubles de rythme ventriculaire, vous allez voir à chaque fois que le trouble du rythme il est bas situé. Dans ce dernier cas, si le trouble du rythme il est bas situé, veut dire ventriculaire, c'est très grave et heureusement c'est plus rare. Et quatrièmement, donc l'endocardite infectieuse, donc qui va aggraver ces lésions. Donc je répète souvent, on note l'association de l'insuffisance mitrale avec l'insuffisance aortique en cas d'endocardite. Nous allons aborder ça avec détail dans l'endocardite infectieuse. Donc, signe de gravité, ICG insuffisance cardiaque gauche pour les IM chroniques, les troubles de rythme, les embolies systémiques, l'AVC en cas de stase, dilatation, donc en cas toujours de pathologie chronique, troubles de rythme, endocardite infectieuse. Malheureusement, ça c'est du mauvais pronostic, surtout devant les porteurs de valve. Dernièrement, dernier titre avant de conclure la pathologie de la valve mitrale. Donc c'est le traitement. Donc la prise en charge aussi, elle diffère. Toujours une insuffisance mitrale aiguë. Donc c'est une hospitalisation en urgence. Donc insuffisance cardiaque, signe de gravité. Fibrillation auriculaire, ACFA, notez-vous bien. Thrombose, ou bien maladie, ou bien des embolies systémiques. Nous allons voir ça dans l'AOMI, ça témoigne de la gravité de la situation. Et l'endocardite infectieuse, et on a un cours dédié à cette pathologie. Donc, signe de gravité, ou bien les complications, j'insiste sur ce site souvent et posé comme question d'examen. Dernièrement, le traitement. Donc, la prise en charge, comme vous voyez là, c'est le traitement il est basé sur les anticoagulants. On va voir ça dans les modalités médicales. Donc, une insuffisance mitrale aiguë, c'est une hospitalisation en urgence, voire en chirurgie cardiaque s'il s'agit d'un infarctus de myocarde. J'espère que vous vous souvenez de deux pathologies incriminées surtout, un IDM et l'endocardite infectieuse. Et ces deux sont des urgences qui nécessitent l'hospitalisation en urgence. Devant une insuffisance mitrale chronique, elle restera bien tolérée. Le traitement là, c'est un suivi en ambulatoire qui est régulé, surtout une maladie de Barlow, je répète toujours, qui a une évolution bénigne. Donc si on vous pose la question, quelle est votre conduite à tenir après la découverte d'un prolapsus mitral, une maladie de Barlow chez une femme qui a des palpitations, donc c'est suivi en ambulatoire de façon régulière. Mais par contre, si vous avez une rupture de cordage, surtout rupture de pilier devant un IDM, et surtout l'endocardite infectieuse, c'est l'hospitalisation en urgence. J'espère que vous allez noter ça. Le traitement médical, donc on traite premièrement les complications. Donc on a premièrement le traitement anticoagulant qui est réservé pour quoi? Pour la CFA. Donc une stase veineuse veut dire à deux complications, ou bien une stase sanguine plutôt, surtout dans l'auricule gauche. Donc ça va donner deux pathologies. Donc premièrement le trouble du rythme, la CFA, et les embolies systémiques. Donc, on lutte contre ces deux complications par les anticoagulants. Première modalité thérapeutique, les anticoagulants en cas d'ACFA. Deuxièmement, le traitement de l'insuffisance cardiaque, il est basé sur les diurétiques. On va voir ça dans la deuxième playlist. On va voir la thérapeutique. Le premier cours sera dédié sur les diurétiques. Et c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque.
Bien sûr, traiter la cause. Donc, un IDM, endocardite, et on a des cours spécialement pour ces deux pathologies. Les vasodilatateurs, donc ils sont indiqués surtout devant une insuffisance mitrale avec un dysfonctionnement du ventricule gauche. Et bien sûr, la prophylaxie de l'endocardite infectieuse, surtout chez un patient qui est porteur de valve. Donc, ACFA veut dire votre réflexion anticoagulant, insuffisance cardiaque gauche, les diurétiques. Tout ça, on va voir dans les thérapeutiques. Et on a un chapitre complet sur ce dernier. Dernièrement, le traitement chirurgical. Donc, on a deux modalités. Un traitement premièrement qui est conservateur et deuxièmement, comme on avait vu dans l'ERM, le rétrécissement mitral, un traitement non conservateur, remplacement de la valve mitrale, soit par bioprothèse ou bien de valve mécanique. Premièrement, le traitement conservateur, ce que vous voyez là à droite. Donc, on a gardé la valve, notre valve mitrale. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait, notez-vous bien ce terme-là, la plastie ou bien l'annuloplastie. S'il s'agit d'une dilatation de l'anneau, une insuffisance mitrale, j'espère que vous vous souvenez de ça qui est fonctionnel. Donc là, il n'y a pas de lésion. C'est pour cela qu'on a insisté sur quoi? Sur la classification de Carpentier. Donc s'il s'agit d'une valve mitrale qui n'est pas atteinte par une infection ou bien d'endocardite qui est intacte, le problème là c'est au niveau de l'anneau. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit une plastie mitrale ou bien plus ou moins de l'annuloplastie en cas de dilatation ou bien de lésion en cas au niveau de l'anneau. Donc en première attention toujours, si vous avez un sujet âgé qui a eu la pathologie la plus fréquemment retrouvée, c'est la rupture de cordage, donc c'est la plastie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre plastie et on va réparer les lésions ou bien les cordages qui sont lésés ou bien qui sont ruptus, on va faire leur plastie. Ou bien, si vous avez, notez-vous bien, donc si vous avez un infarctus, un IDM, donc il n'y a pas le recours là, dans ce dernier cas, à la plastie. Elle est impossible en cas d'un infarctus du myocarde. Donc les cordages, donc ça c'est de l'histologie, donc ces structures fibreuses, comme structure ligamentaire, ils tendent à se fibroser et à cicatriser. Tout ça c'est de l'anatomopathologie. Mais s'il s'agit d'un IDM, donc IDM veut dire quoi? Ischémie du myocarde. C'est le muscle qui est atteint, c'est le pilier qui est nécrosé là. Ça sert à rien de faire de la plastie sur un muscle qui est mortifié, si on peut utiliser le terme. Donc ça c'est pour vous. Cordage, première intention c'est la plastie. On peut suturer le cordage, mais malheureusement en cas d'IDM, faites attention à ce piège. Ça sert à rien de faire votre plastie sur un muscle qui est mortifié. Ou bien, s'il s'agit des lésions qui sont en delà de la réparation. Donc le traitement il est non conservateur et on a le remplacement des valves mitrales. Donc comme le rétrécissement mitral, on a deux valves, donc une bioprothèse, ce que vous voyez là, donc d'origine porcine. Donc elle est réservée aux sujets âgés, 65 ans à 70 ans. Pourquoi cette dernière? Donc les bénéfices c'est l'absence au recours à un traitement anticoagulant. Elle est indiquée chez les femmes en âge de procréation premièrement. Donc si vous avez une femme en âge de procréation, qu'est-ce que vous allez favoriser? Donc vous allez favoriser les bioprothèses. Pourquoi? Donc il s'agit du contre-indication à l'AVK. Donc les AVK ils sont tératogènes. Donc ça c'est de la pharmacologie. J'espère que vous allez se souvenir de ça. Donc une femme enceinte ou bien un sujet âgé, on veut éviter le traitement par les AVK. Donc une contre-indication à la grossesse premièrement. Et on ne veut pas avoir l'AVK ou bien une interaction médicamenteuse, les AVK avec d'autres pathologies, généralement un sujet taré, 65 ans à 70 ans, il a des comorbidités et vous allez voir l'interaction des antivitamines K avec d'autres traitements. Donc bioprothèse indiquée chez les sujets âgés et la femme en âge de procréation. Donc le seul inconvénient là que cette dernière elle est fragile, donc elle a la dégénérescence, elle dure en moyennement de 10 ans. S'il s'agit d'un sujet jeune, donc c'est une indication à la prothèse mitrale, surtout à double LS. Nous allons voir un cours sur les prothèses. Donc, sujet âgé, ou bien sujet jeune, inférieur à 65 ans, sans contre-indication aux AVK.
un patient qui a déjà une valve mécanique et qui ici est sous AVK, je répète, l'endocardite peut léser les deux valves, mitrale et aortique. Et ce patient, malheureusement, va avoir le recours à deux valves, à double ailette, ce qui est indiqué dans l'illustration. Mais l'inconvénient de cette dernière-là, donc l'inconvénient des valves mécaniques, c'est que cette dernière, elle nécessite un traitement anticoagulant par AVK. Notez-vous bien AV. Faites attention à ce piège. Si on vous pose la question, donc les valves mécaniques, notez-vous bien, nécessitent un traitement anticoagulant à vie. Et c'est la mauvaise observance. Vous allez voir ça dans le suivi des porteurs de valves qui va causer les accidents thrombotiques de ces valves. Donc avec AVI, notez-vous bien l'INR cible. Ça c'est à retenir. Si on vous pose la question quel est l'INR à cibler chez un patient porteur de valve mitrale, donc c'est situé entre 2,5 et 3,5. Ça c'est à noter. Faites attention. Donc l'INR cible d'un patient porteur de valve, c'est entre 2,5 et 3,5. Et bien sûr, toujours lorsqu'on dira traitement anticoagulant, on dira l'éducation du patient et vous allez revoir ça dans le cours des suivis des porteurs de valve. D'autres modalités de traitement, c'est un traitement interventionnel ou bien la plastie mitrale percutanée. Donc là, ce que vous voyez donc, ça, c'est un traitement non conservateur. Ça, c'est un traitement, faites attention, conservateur, c'est l'annuloplastie. Donc ça, c'est remplacement de valve mitrale totale. Et là, ce que vous voyez, c'est la dilatation percutanée ou bien c'est le mitra clip. Là, voilà. Donc, elle est indiquée en cas de traitement des insuffisances mitrales primaires organiques qui sont sévères, qui sont symptomatiques et qui sont recusées à la chirurgie. Donc, malheureusement, si on ne peut pas opérer le patient, on a le recours à cette plastie mitrale. Donc, c'est une technique qui est peu invasive, mais elle nécessite des critères anatomiques éligibles et précis. Donc, faites attention, traitement ou bien mitraclip, elle est réservée aux sujets âgés où il s'agit d'une contre-indication à la chirurgie, mais malheureusement, ou bien cette plastie mitrale, ou bien cette mitraclip, elle est peu indiquée. Donc, dernièrement, les indications. Donc, premièrement, si vous avez toujours une insuffisance mitrale chronique sévère, grade 3 et 4, donc, premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la plastie et la reconstruction, c'est la plastie mitrale ou l'annuloplastie, toujours favorisée, si c'est possible. Ça, c'est le premier cas. Si une plastie non réalisable et FEVG, donc ce que vous voyez là, donc c'est la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc cette dernière, normalement, elle doit être supérieure à 60%. Si vous avez l'altération de cette dernière, malheureusement, il s'agit d'une défaillance cardiaque. L'indication là, c'est un remplacement valvulaire. Troisièmement, si vous avez une plastie qui est non réalisée, fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 30%, donc c'est sévère. Il s'agit quoi? Faites attention dans ce dernier cas, une contre-indication au remplacement valvulaire. Donc c'est une réquisition au traitement chirurgical. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Discuter une transplantation cardiaque ou bien discuter une technique percutanée en étude chez le sujet vieux. Donc premièrement, rupture de cordage, on va favoriser la plastie si cette dernière elle est possible. Une fraction d'éjection ventriculaire qui est supérieure à 30, on peut passer à la chirurgie non conservatrice, remplacement valvulaire total. Mais faites attention, FE, fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc c'est un cœur qui ne peut pas assurer le débit cardiaque. Ça sert à rien de remplacer une valve. On va discuter soit une transplantation cardiaque totalement chez les sujets jeunes, ou bien comme on a vidé la mitraclip, ou bien la plastie mitrale percutanée chez les sujets âgés. Deuxième indication, si vous avez une insuffisance mitrale chronique sévère grade 3 et 4 et qui est asymptomatique, donc là, c'est l'indication chirurgicale s'il s'agit d'une dysfonction du ventricule gauche. Donc les critères d'indication chirurgicale, faites attention,
Donc, dysfonction du ventricule gauche, une fraction d'éjection. Donc, j'espère que vous vous souvenez du rôle de l'écho-cœur pour déterminer cette fraction. Donc, si cette dernière est inférieure à 60%, notez-vous bien indication chirurgicale. Deuxièmement, si vous avez une dilatation du ventricule gauche supérieure à 45 mm, et je répète toujours, cette dernière, elle est visualisée à l'écho-cœur, l'examen clé toujours, fibrillation auriculaire récente, signe de gravité, c'est pour cela que j'insiste sur ces derniers, et une HTAP. Donc ça, ce sont 4 indications à la chirurgie, même si cette dernière qui est asymptomatique. Donc, si on résume, toute insuffisance mitrale symptomatique, elle doit nécessiter d'un traitement. Une insuffisance qui est bien tolérée, elle est à suivre, mais cette dernière, si elle a ces 4 critères de gravité, donc une dysfonction de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, dilatation, fibrillation auriculaire, donc les signes de gravité qu'on avait cités, et l'HTAP, ce sont des indications à la chirurgie. Faites attention dans vos cas cliniques. Donc, dernièrement, le suivi. Donc, c'est une consultation chez un cardiologue si vous avez une insuffisance mitrale chronique asymptomatique. Donc, le bilan là, c'est un ECG et une échographie thoracique. Donc, une fois tous les 6 mois, puis tous les ans si le patient il est stable. Et s'il s'agit d'un patient qui est opéré, nous avons un cours sur cette dernière qui est le suivi des porteurs de valves. Donc, c'est une consultation chez un cardiologue. Donc, un ECG, une échographie thoracique, tous les 6 mois. Et faites attention, un bilan oral et dentaire une fois tous les ans. Pourquoi? Le risque de l'endocardite infectieuse. Vous allez assimiler ces notions-là lorsqu'on abordera la surveillance des porteurs des valves et l'endocardite infectieuse. Et vous allez voir le rôle de cette surveillance, l'échographie, la radiothorax, bien l'ECG, l'échographie transthoracique et le bilan oral, le risque de l'endocardite infectieuse. Donc ça c'est tout, chers collègues, pour l'insuffisance mitrale. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant cette première valve. On va voir prochainement la pathologie aortique. On va aborder le rétrécissement aortique souvent. Et deuxièmement, l'insuffisance aortique avant d'entamer toujours la surveillance des porteurs de valve et l'endocardite infectieuse. Donc toujours, je vous invite à traiter le cours en enchaînement pour mieux simuler. Merci pour votre attention, chers collègues. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.